Dans la vidéo précédente, nous avons vu Fan Mo avoir l'opportunité de s'entraîner à la source sacrée grâce à ses pouvoirs exceptionnels. Cependant, son temps à la source sacrée a été écourté par une attaque de monstres de niveau calamité sur la ville de Bao, orchestrée par le culte maléfique, la Curie Noire, pour prendre le contrôle de la source sacrée. Il a aidé ses camarades de classe à atteindre la barrière de sécurité de la ville, tout en cachant le flacon contenant la source sacrée. L'un des enquêteurs de l'avant-poste, Young Bai, qui a essayé de lui prendre le flacon, s'est avéré être un traître travaillant pour la Black Curia. Afin de l'empêcher d'obtenir la source sacrée, Fan Mo a bu tout le contenu du flacon. Après avoir vaincu Young Bai, il est parti à la recherche de sa sœur, Xingxia, qui n'était toujours pas à l'intérieur de la barrière de sécurité. En essayant de la sauver, il est tombé sur Hengyu, qui s'est également révélé être un membre de la Black Curia. Désespéré de protéger Xingxia de tous les monstres invoqués par Heng, Fan Mo a débloqué son stade de nébuleuse, faisant passer son espace spirituel de 7 étoiles à 49 étoiles, augmentant ainsi considérablement sa puissance. Avec son nouveau pouvoir, il a pu lancer un sort de feu de niveau carte stellaire et sauver sa sœur. Il a également aidé l'armée et les chasseurs de monstres à sceller le trou par lequel tous les monstres infiltrèrent la ville. Enfin, le chef des enquêteurs de l'avant-poste, Kong Jan, a montré ses pouvoirs impressionnants en abattant le monstre géant Pterolacus et en mettant fin au désastre une fois pour toutes. Malgré leurs efforts, l'attaque des monstres a complètement ravagé Bao City, la rendant inhabitable et envahie par les membres de la Curie Noire. Fan Mo et sa famille ont déménagé à Mingzhou City, la capitale de la magie, pour commencer une nouvelle vie. Dans le train à grande vitesse, ils rencontrent un professeur d'histoire de l'université de Mingzhou, l'université la plus prestigieuse qu'un mage puisse fréquenter, qui dit à Fan Mo qu'il n'a pas ce qu'il faut pour y être admis. Après s'être fait critiquer, il se fixe pour objectif de rejoindre une organisation pour gagner de l'argent pour sa famille et obtenir son deuxième éveil à la carte stellaire afin de pouvoir entrer à l'université un jour. De même, Xingxia va s'instruire à domicile pour se préparer au test d'aptitude des mages l'année prochaine. Une fois arrivé, il s'installe dans un petit appartement donné par la ville de Mingzhou aux réfugiés de Bao City. Fan Mo s'entraîne à aligner les 49 étoiles de sa nébuleuse, mais échoue comme toujours. Il a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir maîtriser leur alignement complet et de les organiser en une carte stellaire. Peu de temps après, il reçoit un appel de son professeur, Mademoiselle Tang, qui lui demande de la rencontrer dans une ville appelée Xiji. Il s'y rend et ils se rencontrent pour discuter autour d'un thé. Mademoiselle Tang révèle qu'elle fait partie de la Sainte Cour de l'Association des Sociétés Magiques, une organisation de maintien de l'ordre qui arrête et punit les mages qui enfreignent la loi. L'organisation avait anticipé l'attaque de la Curie Noire sur la ville de Bao, mais ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si bien coordonnée. Elle a échoué dans sa tentative d'arrêter un gros bonnet de la Black Curia nommé Shelling, une affaire parmi tant d'autres que les supérieurs ont maintenant prise en charge pour garantir que justice soit rendue à Bao City. Actuellement, elle aurait été envoyée par la Sainte Cour pour enquêter sur la disparition soudaine de toute l'eau dans la ville de Xiji et elle soupçonne un mage nommé Zhao He le Boucher d'en être responsable. Bien sûr, je le soupçonnerais aussi avec un tel nom. Comme son identité est connue, elle demande à Fan Mo, un nouveau visage, de suivre Zhao He, qui se déplace en ville avec une tenue entièrement noire des plus suspectes. En retour, elle l'aidera à éveiller son talent d'ombre une fois le travail terminé. Avec la promesse d'un nouveau talent, Fan Mo accepte volontiers sa demande. Le suspect se dirige vers l'amont de la rivière asséchée qui traverse normalement la ville, avec Fan Mo sur ses traces. Mademoiselle Tang l'accompagne en utilisant le pouvoir d'invisibilité, un joli tour du talent d'ombre. Elle entend un groupe de personnes s'approcher, attrape Fan Mo et le fait se cacher derrière une souche d'arbre. Ils entendent ce groupe, la Ligue des Chasseurs, dirigé par un homme nommé Xiang Pan, parler de capturer un esprit de feu. Une fois qu'ils s'éloignent, Mademoiselle Tang explique que les esprits sont des braises conscientes d'un élément qui donne d'immenses pouvoirs à ceux qui les possèdent. Certaines personnes naissent avec des esprits, ce qui fait d'elles des mages naturellement doués comme Ning Jiunu. Étant donné que cette sécheresse a atteint un stade aussi extrême en quelques jours, elle doit avoir été causée par un esprit de feu, que ce groupe essaie de chasser puisque les esprits se vendent à plus de 20 millions. Ils atteignent finalement un barrage où ils voient la Ligue des Chasseurs être confrontés par un autre groupe s'identifiant comme la famille Dongfeng, mais leur cible principale, Zhao He, est introuvable. Jian Dongfeng menace Xiang Pan et ses hommes de se retirer s'ils ne veulent pas finir à la rue, mais les chasseurs ne se conforment pas. Une bagarre éclate lorsque les garçons Dongfeng les attaquent avec des sorts de feu de niveau nébuleuse, mais la Ligue des Chasseurs riposte avec des sorts défensifs de cartes stellaires. Bien qu'ils soient techniquement surpassés, l'unité Dongfeng persiste et vainc la Ligue des Chasseurs, qui s'enfuit de la scène. Cependant, avant qu'ils ne puissent reprendre le travail, ils sont confrontés à un autre défi. Jean le menace également, mais l'homme enlève sa casquette pour révéler une cicatrice sur son front. Les gars le reconnaissent immédiatement comme Zhao He et la peur se lit sur leur visage. Ils laissent échapper un rire maléfique tout en lançant un sort de toile tournante qui fait apparaître une araignée géante de nulle part. Réalisant qu'il a un talent de malédiction de niveau carte stellaire, les Dongfeng prennent la fuite, mais se retrouvent pris dans la toile de l'araignée. L'araignée les subjugue en envahissant leur esprit, rendant impossible leur évasion de la mort à l'intérieur de cocons étroitement liés.
Zhao He marche vers une énorme fissure dans le sol d'où s'échappe de la vapeur. Lorsqu'il s'en approche, des flammes violettes éclatantes jaillissent de la fissure, révélant qu'il s'agit d'un esprit de feu fuchsia, encore plus rare et puissant que l'esprit de feu rouge habituel. Il rit de manière maniaque en marchant dans les flammes pour essayer d'absorber son pouvoir. Mademoiselle Tang dit à Fan Mo de rester en arrière pendant qu'elle l'arrête. Elle utilise la magie de l'ombre de niveau carte stellaire pour invoquer un pic d'ombre et le mettre en état d'arrestation. Bien sûr, il ne se laisse pas faire. Il les entoure d'un dôme noir et lui demande si elle a soif. Soudain, Mademoiselle Tang est prise de faiblesse et ses genoux fléchissent. Il révèle qu'il a empoisonné la nourriture qu'elle a mangée au restaurant. Il sait que la Sainte Cour l'a envoyé pour l'arrêter sous le soupçon qu'il connaît la fabrication de la source de rage de la Curie Noire qui a causé le désastre à Bao City. Elle rassemble rapidement ses forces et se relève, lançant un sort de flamme de phénix super puissant qui aurait dû le réduire en cendres. Cependant, il parvient à survivre à l'attaque grâce à son armure magique, qui encaisse le coup mais est détruite dans le processus. Il la met à terre avec sa magie de malédiction, ce qui la fait perdre connaissance. Voyant cela, Fan Mo se transforme en son costume de mage mignon et attaque Zhao He avec son talent de feu, mais c'est trop faible pour même l'égratigner. Fan Mo essaie de négocier, disant qu'il laissera Chou He prendre l'esprit du feu en échange de la vie de Mademoiselle Tang et de la possession des objets de Dongfang. Pensant qu'il est aussi un méchant, Chou accepte l'accord. En réalité, Fan Mo ne faisait que gagner du temps jusqu'à ce qu'il puisse aligner une carte stellaire dans son talent de tonnerre. Quand c'est prêt, Fan Mo frappe Chou He avec un énorme éclair qui ne laisse derrière lui qu'une de ses bagues comme trace de son existence. Mademoiselle Tang demande à Fan Mo de raffiner l'esprit du feu avant qu'il ne disparaisse. Elle se sent coupable d'avoir mis son élève en si grand danger, dont il ne s'est échappé que par chance. Il entre dans les flammes comme Chou He l'a fait et ressent une puissance pure le traverser. Après avoir absorbé l'esprit, il aide Mademoiselle Tang à retourner en ville. Remarquant la bague laissée par Chou He, elle la ramasse frénétiquement pour la donner à la cour supérieure comme preuve. Pendant le trajet en taxi, elle explique que l'esprit de feu qu'il a absorbé lui donnera une résistance à la magie du feu, sauf si elle est lancée par un esprit de feu d'un niveau supérieur au sien. Il lui demande à propos de la bague, à quoi elle répond que la haute cour pense que l'esprit de rage a été créé par un pharmacien renégat, Chao. He est un lien suspecté, il devait être arrêté pour interrogatoire, mais maintenant qu'il est mort, la bague est le seul espoir de leur fournir des pistes. Plus tard dans la nuit, Fan Mo retourne à Mingzhou City. Mademoiselle Tang lui envoie un message pour le remercier de son aide et pour avoir tenu sa promesse d'aider à éveiller le talent de l'ombre. Elle prend rendez-vous pour son deuxième éveil à l'Association des sociétés de magie. Le siège de l'association est un grand gratte-ciel situé à Mingzhou City. Il est conduit à la chambre d'éveil par un réceptionniste. Le guide pour son deuxième éveil est un vieil homme grincheux qui méprise Fan Mo comme un riche gamin qui pense avoir droit au talent de la foudre. Il dit avec condescendance à Fan Mo qu'il n'y a aucune garantie et qu'il n'obtiendra le talent de la foudre que s'il est destiné à l'avoir. À sa surprise, Fan Mo dit qu'il est intéressé par le talent de l'ombre à la place. L'assistante du guide apporte une boule de cristal censée augmenter ses chances d'obtenir le talent de l'ombre, après quoi elle et le guide quittent la pièce. Fan Mo tend les mains vers la boule et se concentre dans son domaine spirituel. La boule se remplit de ténèbres, signifiant un éveil réussi du talent de l'ombre. L'obscurité est bientôt engloutie par une lumière blanche éclatante, mais Fan Mo ne sait pas ce que cela signifie. Le guide vient le voir et le félicite pour avoir débloqué ce qu'il appelle le talent d'invocation. Ravi d'avoir débloqué 2 talents supplémentaires, Fan Mo remercie le guide et l'assistante. Le guide le rabroue à nouveau en disant que ses talents ne signifieront rien s'il ne travaille pas dur et qu'il a beaucoup à rattraper compte tenu de son âge. Cela confond Fan Mo parce qu'il n'est qu'un lycéen, mais il ignore cela et s'en va. Un homme beaucoup plus âgé vient après lui pour son rendez-vous d'éveil. Le guide suppose qu'il est le mage de niveau carte stellaire que Mademoiselle Tang avait envoyé pour son deuxième éveil, mais la réceptionniste souligne que c'était en fait Fan Mo. Le guide reste perplexe, se demandant comment un si jeune homme a pu débloquer 4 talents au total et atteindre le niveau carte stellaire. Eh bien, c'est Fan Mo pour vous. Fan Mo rentre chez lui pour voir sa chère sœur, Xingxia, méditant paisiblement seule. Il repense à sa promesse de lui donner des ailes pour voler si elle ne peut plus jamais utiliser ses jambes. Ce rêve semble plus possible que jamais grâce à ses 4 talents. Il espère lui procurer un équipement magique qui agit comme des ailes pour elle. Avec beaucoup de choses à espérer, il s'entraîne vigoureusement et pratique la maîtrise de son diagramme stellaire pendant 6 mois avant l'examen d'entrée à l'université de Mingzhou. Cependant, le temps passe vite et il échoue à sa première tentative. Il continue à s'entraîner et prévoit de faire une deuxième tentative. Cette fois, il ne compte pas informer l'université de ses différents talents. Pour une université aussi prestigieuse que l'université Mingzhou, posséder le talent de la foudre ne suffit pas pour être accepté. Il veut mettre en avant son talent d'invocation qui est au niveau 3 dans l'espoir que l'université fera une exception et l'acceptera. Le jour de l'examen d'entrée, il demande un entretien au lieu du test pratique standard.
Le jury d'entretien reconnaît sa valeur en tant que candidat avec un talent de convocation, mais reste sceptique car il n'a jamais lancé de sort de convocation auparavant, et il y a des candidats plus prometteurs dans d'autres talents, comme un mage de terre particulièrement doué au niveau du diagramme stellaire. Fan Mo essaie de les convaincre de le considérer et les intervieweurs lui donnent une semaine pour se préparer à un test afin de démontrer sa capacité à aligner les 7 étoiles dans sa poussière d'étoiles d'invocation. Pendant ce temps, il sollicite l'aide de Mademoiselle Tang qui le guide à travers le processus d'une technique appelée invocation dimensionnelle de bêtes, dans laquelle sa conscience erre dans une autre dimension pour chercher une bête à invoquer. Le jour du test arrive enfin et le même jury s'assoit pour l'examiner. Lusong, le mage de la Terre de niveau carte stellaire, assiste également à la démonstration avec son majordome parce qu'il est agacé qu'un inconnu avec un talent d'invocation lui vole la vedette. Tout comme il l'avait pratiqué, Fan Mo concentre son esprit et transfère sa conscience dans une autre dimension remplie de bêtes. Traverser la dimension est difficile et nécessite une volonté super forte pour invoquer une bête puissante. Au loin, il entend un hurlement qui appartient à un majestueux loup arc bleu avec des motifs jaunes. Il choisit le loup en un clin d'œil. Il monte sur la colline où le loup archer se repose et s'approche furtivement de lui avec une corde. Il lance le nœud coulant autour de son cou pour essayer de le capturer, mais le loup ne l'accepte pas gentiment et commence à le poursuivre. L'effort pèse lourdement sur son esprit, provoquant l'effondrement de son corps dans le monde réel et le faisant cracher du sang. Un des examinateurs lui conseille de ne pas dépenser d'énergie à prendre la bête par la force. Fan Mo jette la corde et s'assoit près du loup. Cela ne semble pas offenser le loup et il baisse sa garde. Il médite et forme un cercle magique qu'il place lentement sur la tête du loup archer. Il aura terminé l'invocation s'il place le cercle complètement sur la bête. Heureusement, il réussit à le faire et le loup le laisse caresser sa tête. Un symbole rouge apparaît sur sa tête, le marquant comme sa bête invoquée. Le loup archer apparaît dans le monde réel à côté de Fan Mo, choquant absolument les examinateurs qui n'attendaient à pas grand-chose de lui. Furieux, Lusong va combattre le grand loup pour prouver que la bête n'est qu'un animal de compagnie glorifié. Lui se défend bien avec sa magie de la terre, mais le loup contourne toutes ses défenses, le forçant à fuir pour se mettre en sécurité. Il sort sa carte maîtresse, révélant qu'il est un mage de glace de niveau carte stellaire et enchaîne le loup avec de solides chaînes de glace. Il n'a aucune pitié et est sur le point de tuer le loup lorsque les examinateurs remarquent que les yeux de Fan Mo brillent en violet. Il court vers lui et le supplie d'arrêter, mais Fan Mo jure qu'il finira Lu avec la foudre nébuleuse s'il blesse le loup. Lu prend la sage décision de se rendre et est rapidement escorté par son majordome. Les examinateurs acceptent Fan Mo comme étudiant dans le département d'invocation de l'université. De même, sa sœur Xingxia est admise dans une institution à Song City. Le premier jour de cours, il entre et voit seulement 7 étudiants, tous des garçons. Le professeur entre tranquillement et leur dit que le département d'invocation n'enseigne rien comme le font la plupart des facultés conventionnelles. Les étudiants sont libres d'assister aux cours d'autres départements. La seule affaire urgente pour les étudiants en invocation est la tradition de la fête de bienvenue, où les 2 meilleurs étudiants reçoivent une fiole de sang de brut qui permet à la bête invoquée de subir une métamorphose et donne un énorme coup de pouce à sa force. Plus tard dans la journée, Fan Mo s'installe dans sa chambre de dortoir qu'il partage avec plusieurs autres étudiants. L'un d'eux est Manian Zhao, qui se spécialise dans le talent de la lumière, et un autre est Ping Lu Zhang. Les deux lui souhaitent de bonnes chances pour la fête de bienvenue, car apparemment la tradition veut que tous les nouveaux étudiants démontrent leur pouvoir en l'infligeant aux bêtes d'invocation des étudiants en talent d'invocation, quelque chose appelé bêta. La démonstration va dans les 2 sens, car c'est aussi une occasion pour les étudiants en talent d'invocation de montrer la force de leur bête. Le jour de la fête de bienvenue, Manian dit à Fan Mo que les 6 autres étudiants du département vivent dans le même dortoir et s'entraînent ensemble depuis longtemps. Pour une raison quelconque, Fan Mo est le seul à ne pas avoir été invité. Cela ne le dérange pas beaucoup car son archiloup est de toute façon très fort. Cependant, il ressent soudainement une douleur lancinante dans sa tête et court vers la forêt à la recherche de son loup. Il le trouve au milieu d'un combat intense avec une autre bête d'invocation. Le loup repousse le grand oiseau, mais pas avant d'être gravement blessé sur tout le corps. Fan Mo transfère une partie de l'énergie magique du pendentif pour l'aider à guérir, mais il n'est pas en état d'avoir une chance de gagner le sang de brut. Tous les étudiants se rassemblent dans les gradins du stade et acclament les étudiants talentueux en invocation qui entrent dans l'arène. Dafu Hai, qui semble être le favori du département, se porte volontaire pour passer en premier. Un groupe d'étudiants choisit d'affronter sa bête et Dafu les défie de tenter de la vaincre ensemble. Ils se lèvent avec confiance à l'occasion, mais semblent changer d'avis lorsqu'un squelette gigantesque de la bête ressemblant à un scorpion appelé Hells blindée blanche émerge du sol. Le monstre les poursuit et les éjecte un par un. Un des professeurs intervient pour protéger les étudiants de la mort en piégeant une de ses griffes sous un rocher. L'étudiant au talent de lumière grimpe sur le rocher et utilise éclat aveuglant pour aveugler la bête, mais cela ne fait que l'aggraver davantage, la faisant se libérer et projeter l'étudiant à travers l'arène. Vous voyez, les ailes blindées blanches ont une mauvaise vue dès le départ.
Un étudiant avec un talent pour la foudre essaie de l'électrocuter, mais la bête résiste au choc et fouette son dard vers les étudiants. Ainsi, la bête résiste à 3 vagues de challengers, mais elle commence à perdre de l'énergie. Au 4e tour, elle est submergée par plusieurs attaques et périt. Un des étudiants avec un talent de convocation, Wang Li Teng, considère cela comme une bonne chose car cela signifie qu'il y a maintenant 5 étudiants en lice pour le sang de brut. Un des autres étudiants essaie de calmer son mauvais comportement, mais Wang lui dit d'aller se battre s'il est si cool. Le gars a trop peur de se battre, alors il demande à Fan Mo d'y aller à sa place, mais Fan Mo refuse fermement sa demande parce que sa bête est blessée. Ainsi, le pauvre gars est forcé d'entrer dans l'arène. Il tremble en invoquant sa bête, qui s'avère être juste un petit chiot mignon. Tout le monde rit de lui en taquinant le chiot. Il retourne vers le groupe et s'excuse d'être faible. L'un des autres étudiants talentueux en invocation, le beau et talentueux Zheng Bingxiao, le réconforte et propose de participer au prochain tour. Il entre dans l'arène avec confiance et invoque un golem de pierre géant qui domine tous les étudiants. Aucun des talents n'a d'effet sur lui pendant longtemps, et il bat 25 étudiants avant que des fissures commencent finalement à apparaître sur son corps. Ne voulant pas risquer la sécurité de sa bête, Zheng abandonne la compétition. Ensuite, l'étudiant arrogant invoque son goule mangeuse d'os, une bête encore plus féroce que le golem de pierre. Il monte sur son dos et vole autour du stade, défiant les étudiants d'affronter sa bête d'invocation. Luçon découvre que le département d'invocation a un quota de vaincre au moins 100 étudiants, faute de quoi leurs ressources seront attribuées à d'autres départements. Ayant l'intention de s'emparer de toutes les ressources pour le département de la Terre, Lu relève le défi. Le goule mangeur d'os fonce directement vers lui, mais Lu lance une attaque surprise avec son talent de glace et l'enchaîne. La goule disparaît aussi vite qu'elle est apparue, ce qui pousse les étudiants en invocation à paniquer et tout le monde à gagner en confiance. Tous les étudiants restants se précipitent dans l'arène pour combattre la bête de Fan Mo, car sûrement, quelle que soit la bête d'invocation qu'il a, elle ne peut pas être plus forte que le goule mangeur d'os et cette menace a déjà été vaincue. Le professeur dit à Fan Mo de ne pas relever le défi, mais il sent une rafale de vent sur son visage et réalise que son archiloupe s'est réveillé. Il s'avance hardiment vers les étudiants et invoque l'arclou. Celui-ci pousse un rugissement qui forme des courants de vent assez forts pour renverser les étudiants. L'un des étudiants prend les devants et dit aux autres, chacun avec un talent différent, d'encercler le loup. L'étudiant au talent du vent essaie d'utiliser sa vitesse pour le clouer au sol tandis que l'étudiant au talent de l'eau de niveau 3 le protège avec une barrière. Mais les griffes du loup sont assez fortes pour pénétrer le bouclier et blesser l'étudiant du vent. Il échappe même à une attaque de foudre sans une égratignure. Il riposte en poussant un rugissement assourdissant qui provoque la formation d'un orage et d'une tornade au milieu de l'arène. Le leader lance le sort de terre, vague pleine, pour éloigner les étudiants du feu et du tonnerre de la tornade et la désamorcer. L'étudiant en eau ne peut plus utiliser sa magie, alors il les protège avec un mur de vigne. Après cela, Fan Mo dit à son archiloupe de reculer. Il interroge le chancelier Xiao sur l'équité de la tradition de la fête de bienvenue. Pourquoi doivent-ils perdre leurs ressources s'ils n'atteignent pas le quota de 100 défaites, mais ne peuvent récupérer leurs ressources qu'en atteignant le quota? Le chancelier rit et révèle qu'il y a une condition cachée au quota. Si le département d'invocation peut résister à la magie de 200 étudiants, il recevra toutes les ressources d'entraînement de l'université pour ce semestre. En entendant cela, Fan Mo déclare pratiquement la guerre à toute l'école. Son assurance effrontée irrite les gens et de nombreux étudiants saisissent l'occasion de le faire tomber. Malheureusement pour eux, l'Archwolf est bien trop impressionnant pour qu'ils puissent le vaincre. Enfin, Lai Feng Zhuang, un enfant d'une puissante famille noble, entre dans l'arène. Son attaque de vent est très forte, mais elle n'est toujours pas suffisante pour vaincre le loup. Il détourne son attention sur les autres étudiants et manque de bondir sur l'un des mages de talent de feu, mais est arrêté par des lianes magiques qui saisissent ses jambes. Il s'avère que Lai Feng est également doué dans le talent de la botanique, mais n'est pas assez fort pour retenir l'archiloupe longtemps. Cette fois, il s'en prend directement à Fan Mo au lieu de l'Archwolf, mais Fan Mo l'assomme avec un sort de talent de tonnerre. Tout le monde regarde avec incrédulité en réalisant qu'il a non seulement un Archwolf de niveau intermédiaire, mais qu'il est aussi un mage de tonnerre. Fan Mo les provoque pour qu'ils attaquent, puis les abat seuls avec sa magie de tonnerre. Grâce à lui, le département d'invocation bat 150 mages en un rien de temps et est en passe d'en vaincre 200. Kang Fengbai, le plus jeune étudiant de l'université à atteindre le niveau de magie du diagramme stellaire, regarde cette scène depuis les meilleures places. Il décide qu'il est enfin temps d'intervenir et de défendre l'honneur de la famille Bai, la plus grande famille de la ville de Mingzhou, du moins selon lui. Embarrassant, il doit être protégé d'une des attaques de tonnerre de Fan Mo avant même de pouvoir lancer un seul sort. Le professeur le disqualifie de la participation et le renvoie de l'arène lorsqu'il refuse d'écouter. Un silence tombe sur le stade lorsque 199 étudiants ont été vaincus. Qui sera son dernier adversaire? Enfin, une fille aux longs cheveux rouges écarlates s'approche de lui. Elle est Nuziomo, la mage la plus populaire de l'école. Elle utilise le sort de tornade de niveau carte stellaire, qui produit des courants de vent si puissants que Fan Mo est emporté.
Il monte sur le dos de l'arche-loup et lui dit d'aller là où le vent n'est pas si fort. Mais Fan Mo tombe de son dos et le loup est emporté par le tourbillon. Elle montre de la clémence en ne tuant pas l'arc-loup et demande à Fan Mo de montrer ses véritables pouvoirs. Il dit au loup de retourner dans sa dimension et se repose et lance une attaque d'éclair qu'elle esquive. Elle le piège à l'intérieur avec un sort de prison forestière grâce à ses talents en botanique, ce qui fait que tout le monde acclame sa victoire glorieuse. Elle ouvre une fente et lui dit de concéder la défaite, mais est surprise de ne voir personne à l'intérieur. Il apparaît soudain derrière elle et la frappe avec l'élément tonnerre. Elle n'avait jamais anticipé qu'il ait le talent de l'ombre et concède la défaite. Après avoir vaincu 200 étudiants, le chancelier annonce la fin de la compétition de bienvenue et attribue officiellement toutes les ressources de formation de l'université au département d'invocation pour le semestre. Le lendemain, Fan Mo entre dans son dortoir et voit des lits superposés vides. Magnon souligne que sa démonstration de force lui a créé de nombreux ennemis. Personne ne veut dormir à côté de la personne qu'il considère comme un voleur. De plus, Nuju a pris la responsabilité de toute la compétition et a généreusement fait don de tonnes de ressources aux étudiants pour compenser celles perdues. Magnon explique que c'est un geste très calculé pour gagner la faveur des étudiants pour la noble famille Nu, puisqu'il est courant pour ces familles nobles de recruter autant de mages talentueux qu'elles le peuvent dans les universités. Pingu lui demande comment il s'est échappé de la prison forestière de Nuju, mais Fan Mo garde son talent d'ombre secret. Quelques jours plus tard, le chancelier convoque Fan Mo à la bibliothèque et essaie de lui faire admettre qu'il a le talent de l'ombre. Mais après qu'il refuse de le divulguer, le chancelier abandonne le sujet et passe aux récompenses de Fan Mo pour sa performance dans la compétition. Il lui montre une variété d'équipements magiques de haute qualité parmi lesquels il peut choisir. Il choisit les bottes de la bête, un équipement magique qui lui donne des capacités de course comme Flash. Il gagne également une chance de s'entraîner à la pagode des Trois Marches, un lieu magique sacré comme la source sacrée. Le chancelier lui conseille de garder cette rare opportunité pour plus tard, car y aller à son niveau actuel apportera des bénéfices minimes. Enfin, il donne à Fan Mo une carte de bourse d'un montant de 2 millions de yuan. Il transfère la plupart de l'argent sur le compte de son père, lui disant de trouver une bonne maison en ville et aussi d'organiser une nounou pour Xingxia, qui vit seule à Song City. Plus tard dans la journée, il essaie de postuler pour un emploi dans la Ligue des chasseurs de la ville, mais il est bien trop peu qualifié pour le poste. Il doit être un chasseur d'élite, mais son expérience avec les chasseurs de monstres à Bao City ne fait de lui qu'un chasseur de niveau 2 ou un chasseur novice, en d'autres termes. L'assistant à la réception lui parle d'un club de chasseurs privés où il aura plus de chances de décrocher un emploi. Il se rend à l'adresse du Qingtian Hunter Club pour un entretien, mais une petite fille assise devant la porte principale du bureau le renvoie, disant qu'il est trop jeune. Cela semble assez dur venant d'une fille de 12 ans. En même temps, une dame bien habillée qui semble venir d'un milieu aisé se dirige vers le bâtiment. Espérant un nouveau client, l'enfant change de ton et l'accueille gracieusement à l'intérieur. Fan Mo ne veut pas que son voyage soit inutile et entre aussi. Le grand-père de la petite fille écoute attentivement les problèmes de la dame pendant qu'elle éclate en sanglots. Elle soupçonne que son mari est un monstre qui tue des gens la nuit parce qu'elle a remarqué du sang éclaboussé sur ses vêtements en faisant la lessive. Fan Mo est captivé par son histoire et est impatient d'obtenir son aide, mais le vieil homme et la petite fille refusent son cas malgré la liasse de billets qu'elle leur propose. Furieuse, la dame leur dit que ce sera de leur faute s'il arrive quelque chose à sa famille et s'en va en trombe. Fan Mo demande pourquoi ils n'ont pas aidé la pauvre femme, ce à quoi le vieil homme lui montre un contrat. Le contrat décrit une situation similaire et porte la même adresse que celle de la femme. Le vieil homme dit que ce contrat est avec le mari de cette dame, mais son histoire prétend qu'elle est la meurtrière de minuit. Il engage Fan Mo et lui confie l'affaire. Peu importe qui est le véritable meurtrier, son devoir principal est de protéger l'enfant. Il est choqué d'apprendre que la petite fille qui sera sa partenaire dans cette affaire est une chasseuse experte. Le vieil homme se présente comme le président du Qingtian Hunter Club et dit que Fan Mo devrait l'appeler Vieux Bao. La petite fille s'appelle Ling. Le lendemain, Fan Mo arrive à leur point de rendez-vous pour trouver Ling déjà en train d'attendre. Elle lui montre des images de vidéosurveillance provenant de caméras qu'elle a installées d'une manière ou d'une autre dans toute la maison du coupable. Ne pensons pas trop aux lois qu'elle enfreint. Ling se souvient du moment où la dame est venue leur parler de son mari. Elle a prétendu être venue immédiatement après avoir trouvé le sang sur ses vêtements, mais elle avait pourtant un maquillage parfait. La dame va prendre une douche, mais Ling remarque qu'elle laisse derrière elle ce qui ressemble à un costume de peau de la taille d'un corps. Cela confirme leur soupçon que c'est la femme qui est le monstre. Ling a un indice sur le type de monstre qu'elle est, et ce type aime particulièrement que ses victimes soient de jeunes femmes mages. Fan Mo obtient rapidement les informations sur les résidents de l'immeuble et ne trouve que 6 résidents correspondant à cette description. Le plus proche de la maison de la dame est un appartement loué par 3 filles. Ils frappent frénétiquement à leur porte et entrent en trombe pour vérifier tout le monde.
Tout semble ordinaire jusqu'à ce qu'une des filles soit projetée dans la pièce où il se trouve à travers une porte fermée. Il dit à la fille avec lui de rester silencieuse et jette un coup d'œil à travers l'encadrement de la porte pour voir la troisième fille suspendue à un lustre, tout ensanglantée. Le monstre est assis au-dessus d'elle et les fixe avec des yeux rouges brillants. Fan Mo se prépare à lancer un sort de feu, mais la fille derrière lui s'évanouit, ce qui le fait perdre sa concentration. Le monstre en profite pour briser la fenêtre et s'échapper. Il utilise sa capacité de déplacement d'ombre pour se téléporter à l'extérieur du bâtiment et suit le monstre. Cependant, sa poursuite est interrompue par Ling, qui l'appelle pour lui dire que le mari mue également. Elle lui dit de laisser la dame monstre pour l'instant et d'aller à leur appartement pour protéger l'enfant, qui mourra très probablement une fois que le mari aura complètement mué. Fan Mo se faufile dans la pièce avec un déplacement d'ombre et attaque le monstre avec un tonnerre rugissant. Cela n'a aucun effet sur lui, mais au moins cela détourne son attention du bébé. Fan Mo attrape le bébé, mais réalise que même le monstre femelle est arrivé. Les combattre tous les deux sera une tâche difficile, alors il enfile ses bottes des bêtes et s'enfuit avec l'enfant. Le couple de monstres le suit, mais il déclenche le point de feu Fuchsia, qui lance une tempête de feu 2 fois plus puissante que la magie de feu de niveau nébuleuse habituelle. Il vérifie les 3 filles, mais elles ne sont pas dans leur appartement. Il suppose que la fille qui n'était pas blessée les a emmenées à l'hôpital. Il se rend sur le toit où se trouve Ling pour voir le monstre mâle gravement blessé, mais maintenant avec une peau humaine. Ling suppose que le monstre femelle a utilisé son corps pour se protéger du point enflammé et s'est échappé indemne. Elle explique que l'homme est la bête écailleuse, un type de parasite monstre qui vit à l'intérieur d'un corps humain et boit le sang de son hôte. Si le parasite est détecté tôt, l'hôte peut se rétablir. Avec cet espoir, ils appellent l'ambulance pour obtenir de l'aide. Son premier cas pour le club des chasseurs lui coûte tellement cher qu'il dort pendant 2 jours d'affilée. Après s'être réveillé, il débloque également le stade de la nébuleuse et son talent d'ombre. Plus tard dans la journée, il rencontre Ling qui lui dit que le mari a proposé de payer 1 million de yuan s'ils peuvent ramener sa femme à la normale. Heureusement, Ling dispose d'un équipement spécial qui peut traquer n'importe quel monstre si vous entrez les données de son sang. Une fois le soleil couché, un point rouge devrait apparaître à l'écran, indiquant l'emplacement du monstre lorsqu'il sort pour manger. À leur grande surprise, des centaines de points rouges apparaissent autour de la ville en même temps, se rapprochant de plus en plus de leur position. Ling réalise que le monstre parasite a dû se multiplier et se répandre dans toute la ville. Fan Mo pense que le monstre n'a pas attaqué les 3 filles pour les tuer, mais pour en faire ses hôtes également. Tous les monstres semblent se diriger vers l'école et la plupart des élèves sont concentrés dans le gymnase parce qu'il y a un concert. Ils essaient d'empêcher les étudiants d'entrer, mais personne ne les écoute. Encore plus préoccupant est le fait qu'il y a 6 points à l'intérieur du stade. Ils décident de se séparer, avec Fan Mo s'occupant des infectés dans le gymnase, tandis que Ling appelle la Ligue des chasseurs et d'autres autorités pour obtenir des renforts. Elle lui conseille de faire une coupure dans le pouce de l'infecté pour permettre au parasite de sortir par le sang. Cependant, dans les cas plus graves, il faudra tuer le parasite à l'intérieur de leur corps pour permettre à l'hôte humain de se rétablir. Elle lui remet un appareil Bluetooth avant qu'il ne se précipite dans le stade bondé. Elle l'avertit qu'un des monstres est juste à côté de lui, mais il ne peut en voir aucun jusqu'à ce qu'il soit attaqué par le haut. Il le tue facilement avec ses pouvoirs de feu Fushi et enlève la peau du monstre mort pour révéler la fille humaine qui, heureusement, survit. Après s'être assuré qu'elle va bien, il se précipite pour s'occuper du suivant. Ling l'informe qu'elle a déjà contacté la Ligue des chasseurs et lui conseille de laisser le reste car cela dépasse largement leur niveau de compétence, mais il insiste pour connaître l'emplacement du prochain monstre. Il trouve la prochaine bête écailleuse en train de s'attaquer à une fille dans les toilettes pour femmes. Il le brûle et sauve la fille humaine avant qu'il ne soit trop tard. Ling lui dit de faire une entaille dans son pouce. Quand il le fait, une créature semblable à un asticot en tombe et meurt. L'entaille de la fille guérit immédiatement puisqu'elle est une mage guérisseuse. Il lui demande de soigner la fille que le monstre a attaquée une fois qu'elle sera rétablie et part. Finalement, il est entouré de bêtes écailleuses de tous côtés. Il se précipite dans un vestiaire avec ses bottes de bêtes et les attire pour les attaquer avec le feu céleste de Fushi. Après les avoir tous sauvés, il est poursuivi par une autre horde de monstres. En même temps, il reçoit un appel de Magnon qui vient de tuer l'un des monstres et lui dit de venir dans la même pièce. Il y parvient de justesse avant de fermer la porte derrière lui pour bloquer les 6 monstres qui le poursuivent. Ils discutent de leur plan d'action contre les monstres. La plupart des sorts de Fan Mo sont trop puissants et pourraient tuer les filles hautes. La petite amie de Magnon, qui est aussi dans la pièce, suggère qu'il utilise sa magie de lumière comme il l'a fait avec le monstre qu'il a tué car il semble qu'il soit vulnérable à la lumière. Pendant ce temps, la Ligue des chasseurs arrive enfin à l'extérieur du gymnase et évalue la situation. Après avoir fait quelques recherches, il découvre que les bêtes écailleuses parasitaires ne sont pas infectieuses. Mais pour une raison quelconque, l'une d'elles a subi une mutation qui lui a permis de se propager à d'autres hôtes. Le parasite avec la mutation infectieuse originale contrôle les autres parasites en tant que reine écailleuse. Ces sbires bêtes écailleuses abandonneront leur vie s'ils pensent qu'ils n'ont aucune chance et donneront leur énergie restante à la reine écailleuse. Dans le processus, l'hôte humain à l'intérieur meurt également. Pour aggraver les choses, la reine écailleuse semble intelligente, contrairement aux autres bêtes écailleuses.
En raison de cela, la Ligue des chasseurs ne peut pas se précipiter sur les lieux. Bientôt, les monstres font irruption dans la pièce où se trouvent Fan Mo et les autres. Comme prévu, la magie de lumière de Magnon est très efficace pour purger les parasites et libérer les hôtes. Quand trop de monstres entrent en même temps, sa petite amie gèle toute la pièce, transformant les monstres en esquimaux et il les élimine avec la lumière. Soudain, ils entendent un grondement au loin. Ling dit à Fan Mo dans l'oreillette que l'université et la Ligue des chasseurs ont décidé d'enfermer tout le monde dans le gymnase pour les mettre en quarantaine et empêcher l'infection de se propager dans la ville. Bien sûr, c'est un plan horrible, car cela signifierait la mort de plus de 5000 étudiants à l'intérieur du gymnase. Les autorités scolaires insistent particulièrement pour une autre solution car elles seront tenues responsables de la mort de tant d'étudiants. Cependant, il n'y a aucun moyen d'entrer sans alerter les bêtes écailleuses et la reine, ce qui risquerait une mort massive des hôtes. À ce moment-là, Ling se précipite dans la discussion et partage sa conviction que la reine écailleuse est également à l'intérieur du gymnase. Son intuition est que la reine écailleuse se trouve sur ou près de l'ascenseur de scène au 3e étage, car ces bêtes écailleuses autour de cette zone ont des mouvements inhabituels et ne quittent pas la zone pour chercher des personnes à infecter. Cependant, le problème d'entrer dans le bâtiment sans être détecté demeure. Finalement, il décide de contacter Fan Mo, qui est déjà à l'intérieur, pour vaincre la reine écailleuse. Bien sûr, il est intelligent et exige une récompense de l'école s'il réussit. Avec cela arrangé, Fan Mo et Magnon montent les escaliers pour atteindre l'ascenseur de scène au 3e étage. Juste avant d'arriver, Fan Mo dit à Magnon de ne pas trop se forcer car sa magie de lumière ne sera pas aussi efficace sur les monstres plus puissants. Il peut laisser les plus coriaces à Fan Mo car cela ne vaut pas la peine de risquer sa vie. Magnon dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter et admet qu'il n'a pas l'intention de sacrifier sa vie et qu'il s'enfuira si les choses ne s'annoncent pas bien. Son seul motif est de gagner un peu de renommée pour ses actes héroïques parce qu'il appartient à la noble famille Zhao et que la renommée est leur monnaie la plus importante. Au moins, il est honnête. D'un autre côté, Fan Mo ne se soucie pas de la renommée. Après tout, il est déjà détesté par la plupart de l'école à cause de sa démonstration de pouvoir lors de la compétition de bienvenue. Il conclut un accord avec Magnon que s'ils réussissent cette opération, Magnon recevra tout le crédit en échange d'une graine de tonnerre d'âme, un type d'équipement magique. Il tente sa chance en demandant un outil magique ailé pour sa sœur, mais ce genre de choses est trop cher. Magnon lui conseille de participer à la compétition du jeu des chasseurs qui a lieu tous les 4 ans, car la gagner pourrait être le seul moyen plausible pour lui d'obtenir les ailes. Ils atteignent le 3e étage où Magnon s'occupe du premier tour des monstres en patrouille, tandis que Fan Mo passe discrètement grâce à son talent d'ombre. Il atteint la zone de l'ascenseur de scène, où la vedette principale de la journée se prépare à faire son entrée grandiose. Elle entre dans l'ascenseur de scène avec un mécanicien pour l'aider à descendre en toute sécurité. Mais Fan Mo a un drôle de pressentiment à propos du mécanicien et les suit avec sa magie de l'ombre. Alors que le concert bat son plein, des milliers d'étudiants peuvent être entendus acclamer leur chanteuse préférée alors que l'ascenseur descend dans la cage. La mécanicienne révèle sa véritable identité en tant que reine écailleuse, faisant s'évanouir la chanteuse. Les acclamations du public se transforment en cris lorsque les bêtes écailleuses montent sur scène. Fan Mo émerge de l'ombre et se montre à la reine écailleuse, qui grimpe immédiatement pour garder ses distances. Il crée un bouclier d'os autour de lui, mais elle le brise en quelques coups, indiquant qu'elle est devenue beaucoup plus forte que la dernière fois. Son sort de sifflement enflammé ne fait pas non plus beaucoup de dégâts à ses écailles. Il rampe vers la chanteuse, lui demandant de rester baissée et demande au technicien de concentrer les lumières sur un seul point. Après cela, il frappe la reine avec plus de sorts de feu, mais elle continue de le poursuivre et le plaque au sol, infligeant quelques profondes égratignures sur ses bras et sa poitrine. Alors qu'il essaie de se rétablir, la reine part attaquer d'autres étudiants. La situation semble assez désespérée, étant donné que sa mana est presque épuisée et que ses sorts défensifs, à l'exception de Shatter Shift, ne sont plus efficaces. La reine revient et l'entoure avec ses sbires. Ling lui dit de trouver un moyen de s'échapper parce que les chasseurs ont décidé de faire irruption et de mettre fin à l'infestation, même si cela signifie perdre les autres humains. Toute cette affaire est devenue incontrôlable et ils ne peuvent pas risquer d'autres infections dans la ville. Fan Mo supplie pour un peu plus de temps, car tous ces étudiants ne méritent pas de mourir. Quand le chasseur en ligne n'est pas d'accord, il jette simplement le Bluetooth par terre en signe de protestation. Le chef de la Ligue des chasseurs décide de lui accorder un peu plus de temps car lui aussi veut que le plus de personnes possible survivent. Autant que possible. Fan Mo invoque son meilleur ami, le loup Arct. En même temps, la chanteuse l'appelle et lui dit qu'elle a concentré toutes les lumières. Le loup lance une volée de sable pour repousser les sbires. Tout monstre qui s'approche de Fan Mo est traité comme son jouet à mâcher. Il provoque la reine des écailles à s'approcher de lui, recule dans l'ombre et disparaît. Il réapparaît derrière la batterie, mais lorsque la reine se jette pour l'attaquer, ses griffes ne touchent à rien. Ce n'est qu'une projection d'ombre alors qu'il est réellement derrière elle. Il lance une attaque combinée de cartes stellaires Feu Fuchsia qui l'anéantit complètement. Peu importe, j'ai parlé trop vite. Elle se lève et le poursuit à une vitesse incroyable, malgré le fait d'être complètement brûlée. Lorsqu'elle est à un pouce de l'entailler, il la cloue avec un clou d'ombre et l'électrocute avec un énorme éclair. Cela fait l'affaire et la reine écailleuse périt enfin, révélant la femme innocente sous les écailles.
Le pendentif autour du cou de Fan Mo commence à briller et à léviter en absorbant l'essence spirituelle de niveau guerrier de la reine écailleuse. Les chasseurs finissent par entrer dans le gymnase et cherchent la reine écailleuse, mais elle est introuvable. Ils voient toutes les bêtes écailleuses sur le sol et certaines des filles qui luttent pour se relever après s'être remises. Réalisant que Fan Mo a d'une manière ou d'une autre vaincu la reine écailleuse, le chef des chasseurs leur ordonne de s'occuper des blessés et de s'assurer que toutes les filles vont bien. Ling trouve Fan Mo allongé sur le sol avec de nombreuses blessures graves. Le mage guérisseur qui l'avait sauvé très tôt vient soigner ses blessures mineures, lui conseillant de se reposer jusqu'à ce que quelqu'un vienne le chercher. Une fois qu'elle part, Manian vient le voir. Fan Mo revient sur leur accord et lui dit de prendre le crédit en échange de la graine de tonnerre d'âme promise. Manian s'en va avec enthousiasme pour obtenir de la reconnaissance, laissant Ling perplexe. Pourquoi Fan Mo renoncerait-il à être reconnu pour un tel exploit? Il explique que son principal motif n'est pas la gloire, mais d'améliorer ses compétences car il doit gagner le jeu des chasseurs dans 2 ans et remporter l'outil magique ailé. Finalement. Une équipe médicale le met sur une civière et l'emmène à l'hôpital. Une fois que l'école se calme un peu après l'incident, Nu Jiao et ses amis discutent de la mort de la reine écailleuse. Ils se demandent tous comment Manian, un mage de lumière, a pu réussir cela. Une des filles dit qu'elle a entendu une rumeur selon laquelle c'est Fan Mo qui l'a réellement fait. Ces deux-là sont tout ce dont tout le monde parle, mais la plupart ne veulent pas croire que Fan Mo, le voleur de ressources, est celui qui les a sauvés. Dans leur dortoir, Fan Mo demande quand il va obtenir la graine de tonnerre de l'âme. Manian explique que les équipements magiques comme la graine de tonnerre sonore sont limités en nombre, donc il prévoit de l'acheter pour lui lors de la prochaine vente aux enchères. La vente aux enchères suscite l'intérêt de Fan Mo et il demande s'il peut venir. Le jour de l'enchère, ils arrivent dans le grand auditorium rempli des riches et estimés mages de la ville. Fan Mo a de la chance d'être là malgré son origine modeste. Il a l'intention de vendre un objet aussi, l'essence spirituelle de niveau guerrier qu'il a obtenue de la reine écailleuse. Manian est très impressionné par cela, affirmant que le conteneur d'âme qu'il tient est le seul récipient capable de conserver l'essence spirituelle, et c'est un objet très rare et coûteux. Fan Mo a simplement obtenu le conteneur lorsqu'il a demandé le pendentif pour extraire l'essence spirituelle. Cela le fait se demander ce qu'est exactement ce pendentif et d'où il vient. Lorsqu'ils prennent place, une voix agaçante se fait entendre derrière Fan Mo. C'est Sun Feng Bai, l'héritier riche et snob de la famille Bai, qui a été très publiquement humilié par Fan Mo lors de la compétition de bienvenue. Il demande avec condescendance ce que Fan Mo fait à l'enchère, mais Fan le regarde fixement, incapable de se rappeler qui il est. Il s'en va furieux, subissant une autre humiliation devant ses amis. Manian achète avec succès la graine de tonnerre de l'âme pour Fan Mo avec une enchère de 28 millions de yuan. Avec cela, Fan Mo peut rendre son talent de tonnerre aussi puissant que son talent de feu infusé d'esprit fuchsia. L'article suivant est son essence spirituelle de niveau démon, ce qui excite énormément la foule. C'est un article de grande valeur que de nombreux enchérisseurs essaient de remporter, mais à la fin, Sun Feng Bai gagne avec une offre de 29 millions de yuan. Il en est très fier et fait tout pour approcher Fan Mo et lui dire qu'il ne pourra jamais mettre la main sur un tel article. Fan Mo est d'accord avec lui juste pour le faire taire. Le prochain objet est le bouclier de l'enfer, un équipement magique qui non seulement bloque les attaques des monstres de niveau guerrier, mais projette aussi des pointes qui transpercent l'ennemi. Maintenant qu'il a beaucoup d'argent grâce à l'essence spirituelle, il tente sa chance aux enchères. Avec le reste de son argent, il loue un appartement en dehors du campus pour pouvoir se concentrer sur son entraînement. Par coïncidence, la maison qu'il souhaite louer est celle que Nu Jiao et son ami Tuzhu convoitent également. Tuzhu recommande de partager le loyer avec lui, mais Nu Jiao hésite à vivre avec quelqu'un qu'elle connaît à peine, surtout parce qu'il est proche de Manian de la famille Zhao. Son ami la convainc de saisir cette opportunité pour l'attirer, lui, un mage puissant, à rejoindre la famille Mu à la place. Fan Mo attend avec impatience de passer un bon moment avec ses nouveaux colocataires et à l'université. Il rend visite à sa sœur, Xingxia, à Song City en hiver. Elle lui dit à quel point elle est fière de ses performances exceptionnelles à l'université. Elle partage ses récentes découvertes sur Bao City issues de ses cours d'histoire. Les origines de la ville remontent au début de l'an 200 après Jésus-Christ, lorsque les premiers habitants étaient les gardiens de la source sacrée, jurés de protéger la source pour toujours. Cependant, leur nombre a diminué avec le temps jusqu'à ce qu'ils deviennent une race révolue. Elle croit que la vérité sur les motifs de l'attaque de la Curie Noire sur Bao City ne peut être trouvée qu'à l'intérieur de l'ancien tombeau de Gudu, qui est resté inexploré depuis longtemps en raison du grand nombre d'esprits malveillants qui le hantent. Tout ce que Fan Mo veut, c'est découvrir la cause de la destruction de sa ville natale et écraser Black Curia. Pour cela, il a un long voyage devant lui.